Bonjour, soyez les bienvenus, c'est 9h50 le matin sur France 3 Paris-Île-de-France, la quotidienne de ceux qui ont du cœur et qui le mettent à l'ouvrage. Avec ce matin, les carnets de solidarité d'une journaliste, le combat des petits frères des pauvres contre l'exclusion de nos seniors et puis un film coup de cœur autour de l'adoption. Qui sont donc nos invités EES, car nous n'avons que des femmes ce matin, on est drôlement contents. C'est mon équipe au grand cœur qui va vous le dire, Nicolas Day, Julie Jacquard et Raphaël Yem. Mais pour démarrer, voici notre humeur du jour en chanson. Par amour j'ai changé quand même, par amour j'ai suivi ma voie, parfois je ne sais pas où ça mène. Par amour j'ai chanté mes frères, par amour j'ai changé quand même, par amour j'ai suivi ma voie, parfois je me suis perdu quand même. On peut en faire des choses, hein. Ouais, par amour, vous travaillez avec nous, par exemple. On peut se retrouver ici. Par amour, c'est un extrait du nouvel album de Youssoupha intitulé Polaroid Experience, sorti à la rentrée il y a quelques mois. 5e opus pour le rappeur né à Kinshasa mais élevé à Cergy et à Sartrouville. On vous recommande chaudement l'album qui est vraiment génial et c'est aussi le choix d'un mec génial, Alexis à la petite, qui est journaliste dans notre rédaction. Très bon choix, mais voilà. Alexis, il est là. Et justement, c'est l'amour qui guide un peu notre conducteur du jour, Julie. Et oui, vous avez bien raison, Valérie. Et on commence avec Julia Montfort. Elle est journaliste et elle réalise une web-série, Carnet de solidarité. Son point de départ, c'est l'accueil chez elle d'un migrant et elle fait 10 épisodes pour donner la parole à cette France invisible et solidaire. Nicolas, qui nous inspire? Armelle de Guibert nous inspire. Elle est déléguée générale de l'association des petits frères des pauvres. Vous venez d'en parler. Elle mène un combat autour des seniors et de la discrimination numérique. C'est vous dire si les deux me concernent. Côté seniors et discrimination. C'est vrai. C'est pour vous. Il faut le voir dans un bureau face à un ordinateur. Pour moi. Vous pourrez témoigner peut-être. Voilà. Et puis, vous le savez, on est ici en studio avant, mais aussi au plus près de vous, partout en Île-de-France. Et pour cela, on a notre envoyé spécial. C'est Raphaël Yem. Bonjour à vous. Raphaël, vous êtes aujourd'hui dans l'Essonne, à Ris-Orangis, plus précisément dans une rue qui est une sorte de carrefour pacifique de toutes les religions. Ça paye pas de mine, mais l'histoire est belle. Salut Valérie, salut tout le monde. Effectivement, je suis à Ris-Orangis avec une rue incroyable. Il est question d'amour dans l'émission. Ici aussi, pour nos duplex en direct. Regardez, je suis juste devant une mosquée, mais dans la même rue, la rue qui s'appelle rue Jean Moulin. Il y a aussi un temple baptiste évangéliste. Il y a aussi une synagogue et il y a aussi une église. On va parler justement de cette rue incroyable, spirituelle, avec le maire de la ville. Comment allez-vous, monsieur le maire? Parfaitement, tout va bien. Mais alors, comment ça se fait? Comment ça s'est installé ces 4 lieux de culte dans la même rue? Et écoutez, ici, ça fait 30 ans que nous vivons avec ces lieux de culte rassemblés dans cette rue Jean Moulin, du nom d'un grand républicain. C'est la volonté successive des maires qui ont souhaité que, au cœur de ville, on regroupe les 3 religions monothéistes avec les lieux où les gens vont prier. Mais il faut souvent le dire, hein, d'ailleurs le rappeler aux gens qui nous regardent, vous n'êtes en rien dans la construction, il n'y a pas de deniers publics dans la construction de ces lieux de culte. Hein. Vous avez raison de rappeler les principes de la loi de 1905. Il n'y a aucun denier public qui participe à l'édification des lieux de culte. Néanmoins, les autorisations d'urbanisme sont bien données par les maires. Et donc, les maires successifs de Ris-Orangis ont organisé en fait cette promiscuité et cette centralité des lieux de culte. On ira en visiter quelques-uns dans un instant. Par là-bas, il y a l'église, juste derrière nous la mosquée. Vous m'avez dit qu'il y a des associations culturelles aussi qui sont là? Oui, effectivement, il y a à la fois des lieux cultuels, mais aussi des lieux culturels. Et on a une association juive et une association musulmane qui occupent le même immeuble. Les juifs sur le même palier, la même entrée. Les juifs au rez-de-chaussée et les musulmans au premier étage. Je crois que c'était un cas unique. Et on ira, nous, ensuite visiter la synagogue qui partage donc ses locaux avec le temple baptiste évangéliste. Merci beaucoup, monsieur le maire. À bientôt. À tout à l'heure, les amis. Merci beaucoup. Ça va être passionnant une fois encore. À tout à l'heure, Raphaël. Et puis en troisième partie, on va vous proposer un véritable coup de cœur pour ce qui nous concerne. Et le cœur va se serrer, mais se remplir aussi. Élodie Bouchez et Jeanne Herry seront nos invités pour nous parler du film Pupille qui sort mercredi prochain, mais qui est une pépite à ne pas rater. C'est pourquoi on vous en parle dès aujourd'hui. Comédienne et réalisatrice de ce film qui raconte le parcours d'adoption d'un enfant né sous X, 3 mois, un thriller émotionnel à ne pas rater. Ce sera tout à l'heure, 9h50 le matin, donc sous le signe du cœur, et même des femmes de cœur.
Soyez la bienvenue, Julia Montfort. Bonjour. On est ravis de vous accueillir parce que votre démarche est typiquement le cœur de notre émission. La solidarité et l'ingéniosité, parce qu'il faut que ça aille de pair. Et puis aussi parce que vous êtes journaliste et qu'on ne pourra plus dire que les journalistes ne parlent que des trains qui ne partent pas à l'heure. Oui. On parle aussi des choses positives. Vous êtes lancé donc dans l'aventure des carnets solidaires, une série de documentaires que vous allez réaliser et produire hors circuit classique, un peu comme les légumes, en circuit court. Hein, c'est ça. Pourquoi cette entreprise? Ça fait une dizaine d'années que je travaille en télévision. Et je ne crache pas dans la soupe, mais c'est vrai que j'ai réalisé que ça faisait une paire d'années que je n'avais pas suivi mon intuition pour partir en reportage. Et j'ai eu envie, sur ce sujet-là et cette thématique-là en particulier, de le faire de manière indépendante. C'est la France qui tend la main, et on va revenir pourquoi vous lancez là-dedans. Mais c'est vraiment ça, c'est de montrer cette France de l'ingéniosité, de la solidarité. Oui, c'est ça, cette France qui se serre les coudes et qui ne fait pas la une des journaux. On parle du repli sur soi, de la montée du populisme, c'est une réalité. Mais il existe aussi cette autre réalité qui est une France chaleureuse, accueillante, consciente de l'urgence sociale en cours. Et j'ai envie de partir avec ma caméra pour rencontrer ces gens-là. Alors, il y a déjà un teaser qui existe et ça va vous donner forcément envie de voir les 10 autres épisodes, 9 autres du coup. À 36 ans, je n'avais jamais ralenti mon rythme de vie pour tendre la main. Jusqu'à cette rencontre. Il y a un an, j'ai ouvert ma porte à Abdelhak, un migrant de 22 ans. Puis les mois ont passé. Ça, c'est la classe. Nous avons appris à nous connaître tous les trois. Nous partageons nos repas. Merci. Abdelhak dort dans notre chambre d'amis. Et depuis qu'il suit des cours de français, nous en apprenons un peu plus sur l'enfer qu'il a traversé. Cette rencontre a bouleversé nos vies. Pourquoi n'ai-je accueilli personne avant lui? Qu'est-ce qui m'a poussée à le faire cette fois-ci? Et surtout, j'ai réalisé que notre histoire n'est pas isolée. Voilà un petit bout de carnet de solidarité qui vient donc d'une expérience personnelle. On commence à l'apprendre. Il y a un peu plus d'un an, vous voyez passer sur votre mur Facebook une annonce demandant une aide un peu d'urgence pour un étudiant sans papier qui avait besoin de trouver un toit pour la nuit. Pourquoi est-ce que vous dites oui ? Déjà. Parce que ça faisait longtemps qu'on avait envie d'agir avec Cédric, mon mari, mais on ne savait pas comment s'y prendre. Voilà. L'hiver précédent, on avait failli avoir une opportunité, puis ça ne s'était pas fait. Et là, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai répondu à l'annonce et tout est allé très vite. Abdelhak a frappé à ma porte 24 heures plus tard. Mais là, il arrive chez vous, vous êtes seul, votre mari est en mission ce soir-là. Et vous avez quand même un peu peur. Oui. Vous le faites, vous y allez, mais c'est pas... Alors, déjà, les premières heures, on ne se comprend pas. Il ne parle pas français et moi, je ne parle pas arabe, donc c'est un peu compliqué. Donc, c'est assez timide. Et puis, quand la nuit tombe, je réalise un peu la portée de mon geste et je réalise que oui, je suis seule avec un inconnu sous mon toit. Et finalement, peu importe son origine, il peut se passer n'importe quoi. Il est dans la chambre d'à côté, je l'entends respirer. Je me suis sentie vulnérable. Et j'ai choisi de le raconter et d'être sincère sur ce début d'expérience. Oui, c'est important parce que c'est un comportement humain aussi d'avoir peur une fois qu'on quelqu'un a la peur de l'inconnu. Et puis d'autant que donc il est tchadien, il est passé par la Libye. Vous êtes journaliste, on se dit aussi la Libye c'est quand même un territoire de terroristes potentiels, en tout cas de formation. Ça faisait partie de vos peurs? Oui, tout à fait. Je me suis dit que en Libye les migrants sont souvent réduits en esclavage, victimes de racisme et effectivement parfois enrôlés par des extrémistes. Ça faisait partie des questions que je me suis posées ce soir-là. Est-ce que ce ne serait pas un terroriste? Est-ce que je n'aurais pas ouvert ma porte à un terroriste? Et finalement, la première nuit s'est bien passée. Vous l'accueillez donc sur du long terme. Vous prévenez quand même vos voisins, parce que vous habitez dans un immeuble où tout le monde se connaît. Comment ont-ils réagi? Je les préviens parce que comme Abdelhak est hors la loi, nous le sommes aussi. À ce moment-là, on risquait 5 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Donc je me suis dit que j'allais quand même prévenir mes voisins parce que je n'étais pas à l'abri d'une dénonciation. Voilà. Bon, tout s'est très bien passé au final. Et surtout, ils ont tous été très curieux, ils avaient vraiment envie de le rencontrer. Et j'ai notamment une voisine qui m'a dit, voilà, lorsque tu m'as dit que tu accueillais un migrant chez toi, je t'avoue que j'ai eu peur. Et puis aujourd'hui, j'ai rencontré Abdelhak, je connais son histoire et c'est un jeune comme les autres. Et je suis rassurée et je suis contente d'avoir pu mettre un visage sur ces images de migrants que l'on voit sur les bateaux, les embarcations en Méditerranée, ces images qui tournent en boucle sur les chaînes d'information et qui peuvent paraître parfois pour certains un peu effrayantes. Voilà, c'était Abdelhak.
Effrayante et puis un peu lointaine aussi. Oui. Là, c'est une expérience vraiment que vous vivez avec lui, en l'occurrence. Donc, ça fait un peu plus d'un an. Un an, il est toujours chez vous. Hein. Oui, oui. Donc, ça se passe. Comment s'est passé justement l'apprentissage ? Parce qu'il a fallu apprendre à vous connaître, j'imagine, mutuellement. Et lui, avec les traumatismes liés à sa fuite aussi. Il a appris le français. Donc, à mesure qu'il apprenait notre langue, on commençait à se comprendre. Et puis, petit à petit, il a été en confiance avec nous et il a commencé effectivement à se dévoiler, à raconter son histoire. Par exemple, je me demandais pourquoi il portait toujours des chaussettes très hautes jusqu'au genou, un petit peu comme un basketteur américain. Et puis un jour, il est descendu de l'escalier sans ses chaussettes. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il avait des stigmates sur les tibias des deux côtés. Et ça a permis un petit peu d'engager la discussion. Et c'est là qu'on a découvert qu'il avait été battu au point... les geôliers lui ont brisé les tibias. Voilà. Bon, petit à petit, on a découvert un petit peu son histoire. Il nous a fait confiance, il s'est dévoilé. Et... Ouais. C'est une belle expérience et c'est ce que vous allez raconter, entre autres, parce qu'il y a d'autres questions sous-jacentes et c'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, il a des papiers, Abdelak ? Est-ce que vous l'avez aidé dans ses démarches aussi ? Parce que, pour le coup, c'est un clandestin. Absolument. Lorsqu'il est arrivé chez nous, en fait, il a été débouté de ses demandes d'asile parce qu'il n'a pas osé raconter sa véritable histoire. Ce qui arrive souvent. Le cas. Voilà. Donc on a mis plusieurs mois avant de comprendre quelle était son histoire. On s'est entouré d'associations, enfin le BAM, Amnesty International nous ont aidés parce que moi je n'y connaissais rien et honnêtement c'est vraiment très très compliqué de s'en sortir dans ces démarches-là, même lorsque l'on parle français et qu'on est français. Et puis... on a fait une demande de réexamen le 22 août. Il est passé en entretien. Il a eu un entretien qui a duré 2 heures. Il a pu raconter toute son histoire et il attend la réponse. Voilà. Donc là, ça fait 3 mois. Et... Vous êtes dans l'attente et en croisant les doigts. En tout cas, Julie, ça vous a donné envie justement de parler de ces migrants et d'un dispositif en particulier. Exactement. C'est le dispositif Élan. Alors, parce que peut-être que vous aussi, comme Julia, vous avez eu envie d'accueillir un réfugié chez vous, mais que vous avez eu des tonnes de questions ou même des appréhensions, et le SAMU social de Paris a mis en place ce programme Élan pour accompagner les familles qui veulent ouvrir leurs portes à des réfugiés, alors des réfugiés qui ont obtenu leur statut. Il existe d'autres dispositifs pour les personnes qui sont en demande d'asile. L'idée, donc, c'est de mettre en relation une famille d'accueil, on peut l'appeler comme ça, et une personne réfugiée, mais aussi d'accompagner les hébergeurs et les hébergés durant la cohabitation. Assistante sociale, psychologue, conseiller en insertion professionnelle, le SAMU social a toute une équipe qui assure un suivi quotidien, notamment pour aider les hébergés dans leur démarche, donc pour trouver un travail et un logement. Et elles sont forcément donc majeures. L'accueil, c'est à peu près, c'est minimum 3 mois et ça peut aller jusqu'à 1 an. En moyenne, les personnes réfugiées restent 8 mois dans ces familles. Et c'est un dispositif qui fonctionne puisque grâce à l'accompagnement du SAMU social, 93% d'entre elles décrochent un travail ou une formation rémunérée. Oui, ça c'est bien concret, quoi. C'est concret et après, elles quittent ces familles pour voler de leurs propres ailes. En tout cas, le SAMU social recherche des familles, des personnes accueillantes. Alors si vous aussi, vous avez envie d'accueillir une personne, si vous avez une chambre libre, c'est la condition. N'hésitez pas à aller sur le site du SAMU social de Paris qui s'affiche à l'écran. La plupart du temps, ça se passe vraiment bien. Les témoignages le prouvent et il y a de belles rencontres à la clé. Alors, si vous avez envie d'aider, mais sans forcément accueillir chez vous, il y a aussi d'autres options. Et oui, il existe. Il faut quand même avoir un jardin et on peut installer une tiny house. C'est l'idée du projet IMBY, In My Backyard, dans mon jardin en français. Le but donc est de développer une hospitalité constructive selon les propres mots de ses concepteurs. Ce projet en fait est né de l'imagination d'architectes français et espagnols et il n'existe pour l'instant qu'en Île-de-France. Alors une tiny house, c'est une maison de 20 mètres carrés en bois qui permet d'accueillir 1 à 2 personnes en situation d'exclusion entre 6 mois et 1 an. Cela peut être donc des réfugiés, mais aussi des femmes sans abri et qui sont accompagnées par le SAMU social et donc leur programme Élan. Et donc certains peuvent préférer cette formule parce qu'on peut partager des moments de convivialité, des moments d'échange, tout en gardant chacun son intimité. Et toujours, si ça vous intéresse, allez sur leur site imby.fr. Voilà, c'est de tout ça aussi dont vous allez parler dans vos carnets de solidarité. Il y a votre expérience personnelle, mais qui vous permet d'élargir aussi à la question de pourquoi est-ce qu'on agit, qu'est-ce qu'on trouve dans la solidarité. Et
Et il y a quelques semaines, quelques mois, vous avez été invité à faire une conférence TEDx, donc les conférences d'inspiration à Paris, où vous l'avez dit, en fait, on est câblé pour la solidarité. L'être humain est fait pour ça. Oui, on est câblé pour la solidarité, pour l'entraide à la naissance. Et dans la cour de récré, vous avez peut-être sans doute aidé spontanément un copain qui tombait devant vous. Non, jamais déjà. Lui, il sera pour le dossier senior. Je faisais que des sales coups. Bon, a priori, la plupart. Mais voilà, très rapidement, notre société étouffe cette capacité innée d'entraide pour plein de raisons. Et puis voilà, moi je me suis demandé pourquoi je n'avais pas agi avant. Par indifférence ou alors par manque de temps ou par peur. Et j'ai envie de décrypter ça, ces ressorts de l'empathie sont intéressants. La solidarité, oui, je t'en prie. Non, mais on s'est tous à un moment peut-être posé la question, pas forcément tous, en l'occurrence vous l'avez fait, vous êtes passé à l'acte et je trouve ça hyper courageux. Ça s'est bien passé. Bah oui, c'est ce qu'il faut dire. Non, mais c'est vrai parce qu'on a toujours le sentiment que ça peut mal se passer et c'est quand même un choix lourd de sens. Dans la plupart des cas, ça se passe très bien. Ça, je vais aussi le raconter. Il y a des écueils. J'irai voir des personnes. Il faudra les raconter aussi, parce qu'attention, on n'accueille pas un migrant comme on va prendre un hamster. Enfin, pardon de. C'est pas un animal de compagnie. Non, mais c'est surtout un choix très responsable. Et eux arrivent avec leur histoire et parfois on veut bien faire, mais peut-être qu'on fait mal finalement, alors que ça part d'un bon sentiment. C'est un échange surtout. Il vous a apporté des choses. Énormément. Petit à petit, on en apprend plus sur son histoire. Par exemple, il nous a appris. Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu es venu en France ? Pourquoi la France ? Eh bien, il m'a dit, mon grand-père me montrait des cartes postales de Paris. Il m'a dit, ah bon, mais comment ça se fait, Abdelak ? Vraiment, il vit au sud-sud du Tchad. Mon grand-père a combattu avec l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale. Mon grand-père s'est battu contre les Allemands. Et son grand-père a emprunté la même route qu'Abdelak, à travers la Libye, l'Italie. Et ça, c'est incroyable. Émouvant. L'idée, c'est d'initier pour vous un mouvement comme ça, c'est un maillage d'entraide et de connaissance des entraides possibles. Oui, établir des connexions, que les gens puissent aussi avoir Ça va être comme un outil pédagogique. Déjà, il sera téléchargeable sur YouTube gratuitement, enfin les épisodes, et les spectateurs pourront se les approprier, organiser des projections, débats, pour réfléchir aux craintes, aux peurs qui nous freinent, alors que la solidarité fait du bien. Moi, j'ai envie de le raconter. L'objectif, ce n'est pas de dire « accueillez tous quelqu'un chez vous ». Non, c'est compliqué, honnêtement, accueillir quelqu'un presque une année et demie chez soi, ça change, ça chamboule le quotidien, ça coûte un petit peu d'argent, il y a des contraintes logistiques aussi qui ne sont pas évidentes. Mon appartement n'était pas du tout adapté pour accueillir un colocataire, mais au final, c'est extrêmement positif. Et si ça peut donner un petit peu envie aux gens de se renseigner, de se dire tiens, je peux peut-être faire quelque chose, pourquoi pas, ou simplement de s'intéresser à leurs voisins. C'est bien. Et d'avoir un vrai regard empreint d'empathie vis-à-vis de cela. Merci beaucoup, Julia Montfort. Bravo pour ces carnets de solidarité. Tenez-nous au courant. Et puis nous, si on peut en reparler de temps en temps, on sera très contents de le faire. Très bon tournage aussi, parce que ça c'est le plus enrichissant aussi. Une mosquée, une église, une synagogue, un temple dans une même rue. Ça se passe où ? En Ile-de-France, à Ris-Orangis. Très précisément, et c'est là où se trouve Rafal Yem ce matin. Une originalité, une incongruité, mais surtout un truc qu'on avait très envie de souligner à vos côtés. Un truc, non, une rue. Je viens de tomber sur Touami Mohamed, qui est le président de l'association culturelle musulmane de Ris-Orangis. Comment ça va, Touami ? Venez avec moi, on avance tranquillement ici. Tout va bien ? Tout va très très bien. On passe juste à côté de l'église baptiste. Tout à fait, l'église baptiste. Vous avez sur le même chemin la synagogue, notre synagogue, bien sûr. Et ce dialogue interreligieux qui a été à l'initiative un petit peu de tout le monde, c'est-à-dire de tous aussi bien les protestants, les chrétiens et les musulmans, et notamment nos voisins juifs, nous avons créé aujourd'hui un rapprochement, et ce n'est pas dénué de sens. Nous avons pris l'engagement dans la rue Jean Moulin que les communautés doivent discuter, doivent se rapprocher avec avec de l'amour, de la compréhension, de l'empathie. De l'empathie, de l'amour, bien évidemment, et surtout, la tolérance. Tolérer l'autre. Tolérer l'autre, ce n'est pas quelque chose d'évident, mais on a trouvé un moyen aujourd'hui de nous tolérer, donc de nous rapprocher, donc de discuter, donc de nous aimer.
Eh ben, regardez, qui nous attend? Monsieur le rabbin, qui est juste ici, devant sa synagogue. Donc j'avance ici tranquillement. On peut le montrer, Laurent Billot, qui m'accompagne chaque matin. Juste en face, l'entrée aussi du temple baptiste. C'est quand même incroyable ce qui se passe ici. Regardez, on arrive avec Monsieur Mohamed, Monsieur le rabbin. Comment ça va? Vous allez bien, ça va? Ah bah ouais, on a les deux frérots, là, ça y est, ils nous calculent plus, ils veulent plus nous parler. On peut rentrer? On dirait une scène de film, Raphaël, c'est fou. T'as vu, c'est assez dingue. Heureusement que ça c'est filmé pour 9h50 le matin. On est très content de le vivre avec vous évidemment en direct. Et là, on entre dans votre synagogue. Et Monsieur Mohamed nous disait, c'est notre synagogue. C'est merveilleux, comme je dis, c'est ma mosquée, pas loin d'ici. Donc, on n'est plus que des voisins, on est des frères. On est dans une situation exceptionnelle de fraternité, de convivialité. C'est ce que j'appelle l'exceptionnalité rissoise. Exceptionnalité rissoise. On va mettre un label dessus. Depuis combien de temps vous cohabitez? Ce sera ma dernière question. D'accord. Écoutez, il y a comment on appelle ça? Je dirais peut-être bien une quinzaine d'années, si ce n'est peut-être un peu plus. En 2004, l'inauguration de la mosquée rue Jean Moulin. Et la Sina, depuis quand? Depuis 68. Et on a aussi cette église baptiste qui est juste là, qui arrive en même temps que vous? Qui a été construite en même temps que la synagogue par le même architecte et la même entreprise. On voit les couleurs, les matériaux et même le regard de l'architecte sur les relations de juifs et chrétiens. Il faut voir cela de l'extérieur. Ouais. C'est les leçons du Corbusier. Et puis on a l'église aussi au bout de la rue. Tout à fait, l'église, on la voit, on voit le clocher. Et quand on sort de la rue Jean Moulin, on va direct vers l'église. Il y a deux églises, une du bas et une du haut. Mais alors dis donc, ils sont archi servis en termes de spiritualité ici. On va continuer notre visite. Ces journées portes ouvertes dans ces lieux de culte à partir de 14h. Si vous êtes dans les environs de Ris-Orangis, ils vous attendent avec plein d'amour dans les yeux, dans les bras et aussi dans leurs paroles. À tout à l'heure, Valérie. À tout à l'heure, Raphaël. L'image est exceptionnelle et profitez-en à 14h. C'est une image qu'on prend vraiment beaucoup de plaisir à vous montrer dans 9h50 le matin qui se poursuit. Toujours la main tendue et cette fois vers nos seniors. Merci. Soyez la bienvenue, Armelle de Guibert. Vous êtes la déléguée générale de l'association Les Petits Frères des Pauvres depuis 2 ans. Première femme à accéder à cette fonction au sein de cette association qui s'occupe donc des plus fragiles et des plus démunis. Est-ce que déjà c'est une fierté? Est-ce qu'il y a un petit côté féministe chez vous qui n'est pas mécontente, quoi? Oui, évidemment, parce que dans le secteur associatif, il n'y a pas tant que ça dans les grosses associations de femmes à ces postes-là. Même si les Petits Frères des Pauvres étaient innovants, puisqu'il y a plus de 15 ans, on a eu une présidente, et une jeune présidente en plus, Marie Villez. Alors, je parlais de féminisme. Vous avez fait à titre personnel toutes vos études autour des questions de solidarité, Sciences Po, DESS d'économie sociale, de com social. Vous avez dirigé un centre des Petits Frères des Pauvres à Saint-Maur. Vous avez d'ailleurs cherché à ouvrir un centre exclusivement pour les femmes. Ça aussi, c'est une fierté pour vous ? Oui, c'est une fierté parce que on s'était rendu compte, enfin tout le monde s'en rend compte malheureusement. Je discute pas mal aussi avec Elina Dumont, qui est une figure des personnes sans abri, qui est passée de l'autre côté et qui continue à témoigner, à s'engager. On sait bien que les femmes à la rue sont en situation d'un danger particulier et que dans le premier hébergement, c'est très important qu'elles se sentent très en sécurité. D'où ce centre et aujourd'hui donc à la tête déléguée générale des Petits Frères des Pauvres avec un combat en ce moment plus particulier autour de la discrimination numérique de nos seniors. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors qu'est-ce que ça veut dire ? On se rend compte aujourd'hui que pour accéder à la plupart des services, mais tout simplement pour être en lien et rester en lien, et je pense que c'était ça notre approche, c'est qu'aujourd'hui, même pour être en lien avec sa famille, avec ses amis, quand on n'accède pas du tout aux réseaux sociaux numériques, ben souvent on est privé de réseaux sociaux tout court. Voilà. Et c'était cette approche-là, c'est-à-dire que souvent, quand on parle d'exclusion numérique ou de fracture numérique, on le voit par rapport à l'accès aux droits, par rapport à l'insertion pour l'emploi. Donc bien évidemment, c'est extrêmement important. Mais pour les personnes âgées, c'est aussi tous les services, prendre un billet de train, etc. Mais c'est aussi, on s'en rend compte dans le rapport qu'on a réalisé grâce à notre fondation, que les personnes âgées qui utilisent régulièrement
Le numérique, c'est surtout pour être en lien, rester en lien, rencontrer des personnes. Et c'est pour ça que c'est vraiment pour nous important de ne pas les mettre de côté et que les plans qui sont faits soient vraiment adaptés à eux. Adaptés aussi à eux, en fait, aussi parce que ce sont un peu les grands oubliés. Justement, pour partir de votre étude, quelques chiffres pour se mettre justement dans le contexte. 14% de la population globale en France n'a pas accès à Internet, dont 70% sont des personnes âgées. C'est dire si le chiffre augmente. Et l'isolement numérique, c'est simple, c'est 20% des 60-74 ans. Et plus on grimpe en âge, plus le pourcentage monte pour aller jusqu'à 68% pour les 85 ans et plus. Sauf qu'à 85 ans, aujourd'hui, on est encore jeune, on a encore plus peut-être besoin de contact humain, de rester en rapport avec les siens ou avec d'autres, avec même des associations d'entraide. En gros, c'est quoi? C'est un triple problème, pardon. Il y a le problème économique, il y a le problème des déserts technologiques et puis il y a le manque de connaissances aussi des personnes âgées. Manque de connaissances et puis les zones blanches encore. On sait que les personnes âgées sont surreprésentées en milieu rural. Et ce ne sont pas... les zones blanches, c'est là où il n'y a pas de 4G, il n'y a pas de réseau. De connexion. Et donc, c'est aussi une difficulté d'accès. Évidemment, il y a un problème de connaissance, mais aussi un problème, en fait, d'utilité, de réalisation, à quel point ça peut être utile pour eux. Forcément, quand on n'a jamais essayé, oui, quand on sait pas, on n'a jamais eu l'opportunité, on peut se demander à quoi ça sert et pourquoi. Et donc, c'est ce premier pas, cette première rencontre pour permettre aux personnes de découvrir... Une grosse démarche pédagogique, quand même. Tout ce qu'elles peuvent faire. Et notamment pour lutter contre l'exclusion de ces personnes, l'exclusion numérique, vous préconisez, vous, d'installer un univers web-friendly autour des personnes âgées, mais ça veut dire quoi? Tout simplement que dans les maisons de retraite, par exemple, on puisse, ça soit connecté à la Wi-Fi, pour que les personnes, notamment quand elles sont alitées et qu'elles ont moins de possibilités, au lieu d'avoir uniquement la télévision, même s'il y a des choses très bien, qu'elles puissent être plus actives, notamment par les tablettes. Elles peuvent plus facilement choisir, voire même être en interaction avec d'autres personnes, avec leur famille et leurs amis qui peuvent être restés au village. C'est des outils qui permettent le lien. Et c'est dans ce sens-là aussi qu'il nous semblait que c'était un sujet important, y compris pour les petits frères des pauvres, qui sont évidemment spécialisés plutôt dans la lutte contre l'isolement. Donc on pouvait se dire, mais pourquoi ils s'intéressent à ça? Parce qu'on s'était rendu compte... Parce qu'en fait, les réseaux, pour certains, ça isole, mais aussi, au contraire, ça peut ouvrir les frontières. En fait. C'est ça, exactement. Ce que vous dites est parfaitement juste. C'est-à-dire qu'autant pour les jeunes, on lisait beaucoup que le fait de trop être sur la tablette, ils s'isolaient du reste de la population et que ça pouvait avoir des effets très négatifs, autant pour les personnes âgées, on voit que c'est l'inverse, que c'est les plus déconnectés qui sont aussi les plus isolés. Mais vous partez du principe qu'elles sont toutes a priori en demande de ça. Est-ce que c'est la réalité? Parce que pour en côtoyer quelques-unes parfois, s'il y a un vrai rejet de la Non, je parle de mon père en l'occurrence. Non, mais il y a un rejet aussi de la technologie à partir d'un certain âge. Alors, il y a un rejet. Il peut y avoir un rejet, alors notamment pour des personnes qui ont eu des fonctions un peu importantes dans le passé et de se retrouver dans des situations d'apprendre, ça peut être très désagréable. Et d'ailleurs, c'est mon côté féministe, les femmes se mettent plus facilement que les hommes, parce que le fait question. L'adaptation en question. Voilà, elles plus volontiers, elles vont accepter leur ignorance et du coup tester. Tester, oui. Et alors, du coup, essayer et accepter de se tromper. C'est l'accompagnement. Voilà. La solution, c'est peut-être de mieux accompagner, de trouver un système de duo, de binôme, justement, pour accompagner ces seniors. Ça a été testé, notamment dans le Val d'Oise, où en 2015, il y a eu de grandes sessions pour apprendre à se servir de sa tablette. Regardez. Ni crochet, ni tricot, l'activité de la matinée dans cette résidence pour seniors est numérique. Berthe, 94 ans, découvre comment écrire un email. Écrivez un message. Écris un message. Donc il faut appuyer. Il faut appuyer quelque part. Ah, d'accord. Ouais. Avec quelques explications, ces mamies comprennent le fonctionnement, mais même avec un clavier qui suit les lettres de l'alphabet, l'opération prend du temps. Oui. C'est pas difficile, mais je cherche les lettres parce que je ne suis pas habituée avec.
il faut que je me familiarise avec la tablette. Ces tablettes ont pourtant été conçues pour les seniors. Plus simples et plus lisibles que les tablettes classiques, elles permettent de découvrir Internet et les photos des petits-enfants sans être un adepte de technologie. Au départ, c'est un peu difficile, mais la tablette, elle est adaptée à la personne âgée. C'est avec facilitable, ils ont les lettres plus grosses, la luminosité meilleure, plus facile que la classique. Marie-Louise, 85 ans, avait déjà un ordinateur, mais a voulu acheter une tablette pour surfer, communiquer et jouer depuis son canapé. Alors, il y a bien sûr l'entraide associative, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc à faire ou à interpeller le gouvernement? Parce que la dématérialisation aussi des services, elle est due à, certes, l'ordre du progrès, mais c'est vraiment, enfin, c'est pour remplir ses impôts, pour tout ce que vous voulez. Maintenant, ça devient un vrai handicap aussi pour ces seniors. Alors justement, dans notre rapport, on demande à ce que pour certaines démarches, le gouvernement n'aille pas trop vite et accepte l'idée que certains ne les feront jamais par ce média, et que si ça doit être obligatoire, que l'accompagnement pour le faire puisse être gratuit. Parce qu'on a vu certaines offres fleurir, mais payantes. Et ça, notamment la Poste qui proposait pour 50 € d'accompagner quelqu'un pour remplir sa déclaration d'impôt. Voilà, et ça ne nous semble pas normal. Remplir sa déclaration d'impôt, ça doit être quelque chose de gratuit, et on doit accepter qu'une partie de la population... Et ça a avancé depuis la sortie du rapport? Vous avez des indicateurs de la part du... Ils sont occupés à autre chose Là, ils sont un peu sur les gilets jaunes. Quand même. J'ai rencontré le cabinet, pas M. Majoubi lui-même, mais le cabinet qui avait lu notre rapport, qui était sensible. Ils ne m'ont fait aucune promesse écrite, mais on dit qu'ils seraient attentifs à cette question. Voilà, qui est le secrétaire d'État en charge du numérique. Exactement. Non, juste une dernière question, si on a le temps. Non, mais c'est si on a le temps. Vous êtes à la tête d'une association qui a 11 000 bénévoles, vous êtes 577 salariés, vous aidez 35 000 personnes, mais vous parlez de nouvelles pauvretés. C'est quoi ces nouvelles pauvretés? Alors, les nouvelles pauvretés, c'est... alors, je sais pas si c'est nouvelles, ça fait plus de 30 ans. Par exemple, on parle des personnes âgées à la rue, qui est un phénomène qui se développe. Et d'ailleurs, on voit que nous, on a développé aussi les équipes qui sont spécialisées pour accompagner ce type de public, notamment à Lyon, à Marseille, dans les Hauts-de-France. Même à Paris, au début, on avait une équipe, on en a eu deux. Ces deux équipes grossissent, avec aussi de plus en plus de femmes de plus de 50 ans. Et ça, c'était des choses qu'on ne voyait pas de manière aussi aiguë, même il y a 5 ans. Bon, on en reparlera, malheureusement, mais sachez que ce plateau vous est ouvert. Merci beaucoup, Armelle de Guibert, pour votre combat et notamment pour ces seniors. Moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Dans un instant, c'est notre coup de cœur cinéma. Le film s'appelle Pupille. Il sortira mercredi prochain, mais c'est une telle pépite qu'on voulait vous en parler dès aujourd'hui. Le parcours d'un bébé né sous X jusqu'au bras d'une mère adoptante. Un parcours de 3 mois où nombre d'hommes et de femmes vont se relayer pour tous tourner vers ce petit. Élodie Bouchez et Jeanne Herry sont nos invités pour en parler, comédienne et réalisatrice. Ça va être génial. Mais pour l'heure, on repart faire le chemin des écoliers rue Jean Moulin, qui est un exemple assez inédit, incroyable. C'est à Ris-Orangis, avec 4 lieux de culte réunis en une seule rue. Et là, ma chère Valérie, je suis tombé sur le prêtre Mathurin. Comment ça va, Mathurin? Ça va très bien, merci. Alors, j'ai posé la question tout à l'heure à toi, Mi, à Monsieur Sarfati. Vous vivez tout ensemble, toutes et tous ensemble. Vous êtes le responsable de l'église qui est un peu en haut de la rue, là. Oui, je suis le responsable de l'église catholique et l'église du Sacré-Cœur, qui est à environ 100 à 150 mètres de la mosquée et de la synagogue. Mais c'est dingue, tout le monde vit en pleine harmonie. Oui, ça fait du bien de vivre ensemble parce que dans cette rue, nous travaillons pour le vivre ensemble. Parce que nous avons remarqué que quand on vit ensemble, cela participe au bonheur de toute la communauté. Et évidemment, Ris-Orangis exceptionnel. Ris-Orangis raconté dans un livre qui s'appelle Le miel de la rue Jean Moulin, signé Rémi Courgeon. On va le voir dans quelques instants. Vous avez forcément un des bouquins de Rémi Courgeon, auteur pour jeunesse archi connu dans votre bibliothèque si vous avez des kids. Et lui-même, d'ailleurs, c'est une des stars de ce livre. Regardez, Mathurin, il est là. Il est dans le bouquin, Mathurin.
C'est toi, Mathurin? Oui, c'est moi le prêtre. Voilà, je suis là. Je suis au cœur de cette ville. Je suis dans cette rue et puis je participe un peu à cette cohésion et je travaille ensemble avec les musulmans. Avec les autres, ouais, effectivement. On va passer la parole à Rémi qui est là, qui s'est levé. Rémi Courgeon. Comment ça va, Rémi? Bien, très bien. Bah alors, ce livre, il est dingue. C'est quoi le point de départ de cette histoire? Point de départ, c'est un quartier. C'est un quartier à Ris-Orangis où il y a une synagogue, une église, un temple et une mosquée. Est-ce que toi-même t'es de Ris-Orangis? Pas du tout, mais par mon ami Simon, il m'a dit, tu sais, il y a un quartier incroyable où je vais souvent et il faut vraiment que tu viennes voir, c'est étonnant. Donc j'ai rencontré à la fois ce quartier, à la fois les religieux, les gens du coin, et je me suis dit, il y a vraiment une histoire à faire. Et c'est dingue parce que il y a une histoire à faire, mais c'est pas une histoire religieuse, hein, ce que tu racontes dans ce livre. Le personnage principal, c'est une petite abeille qui se balade dans la rue. Oui, j'ai pris le parti de prendre un personnage candide, une abeille qui fait son boulot d'abeille, qui est la meilleure ouvrière possible et qui essaie de faire son job. Et à la fois, c'est comme un petit drone qui me permet de visiter tout le quartier. Et voilà. Et en plus de ça, l'abeille butine et pollinise les fleurs de toutes les confessions, même les fleurs athées. Et aussi, je me suis aperçu que l'abeille était au cœur de tous les textes bibliques. Voilà. C'est une jolie histoire en tout cas, on en reparle dans quelques instants. Aujourd'hui c'est jour de signature, c'est pour ça que vous entendez les enfants. On va aller nous aussi se faire signer un bouquin avec les enfants. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci beaucoup Rafale. On accueille à présent deux femmes qu'on adopte immédiatement au Panthéon de nos coups de cœur. Je vous l'accorde assez facilement. C'était une facilité, Jeanne, cette adoptée. Je vous ai vu dodeliner, mais c'est ainsi. Soyez les bienvenus, Jeanne Herry, Élodie Bouchez. On l'a dit pour un film qui nous a bouleversés. On n'est pas les seuls, hein, tout le monde le dit, mais c'est un film en plus qui poursuit, et ça fait du bien, et qui ouvre le cœur, qui l'agrandit. Alors ça, c'est encore mieux. Donc bravo à toutes les deux. Ce film-là, merci beaucoup. Moi aussi, je vous adopte en retour. Très bien. Ce film-là, c'est Pupille, qui sortira donc mercredi prochain. Le pitch tient en une ligne. C'est le parcours d'adoption d'un enfant né sous X. Ça va durer 3 mois. Et par toutes les étapes, un regard panoramique. C'est ce regard panoramique-là, justement, qui vous intéressait? Absolument. C'était c'était de faire un film sur ce collectif, effectivement, qui vient encadrer à partir du moment où une femme se présente dans une maternité, qu'elle vient pour accoucher, mais qu'elle ne veut pas donner sa carte vitale. Eh bien ça déclenche, ça enclenche quelque chose ça engage beaucoup de gens, ça enclenche un processus, et ce processus que j'ai voulu étudier et tous les gens que ça impliquait, bien sûr. Alors, ça part d'un petit né sous X et ça arrive dans vos bras à vous, Élodie. Des films sur l'adoption, même. Alors, c'est sur l'adoption, mais c'est au-delà de ça. Hein. C'est aussi sur le rapport de la filiation, comment on donne, c'est quoi la transmission. Mais des films sur l'adoption, en fait, il n'y en a pas ou quasiment pas. Il y a eu des films sur l'adoption, mais plus à l'international, ou vu d'un angle différent. Ou Bertrand Tavernier aussi avait fait Oli Lola. C'était plus sur l'adoption internationale. Ou alors c'est vrai que ça passe plus sur par la recherche des origines. C'est souvent parce que c'est aussi, je le comprends, on se dit que c'est plus facile de s'identifier à un adulte ou à un adolescent en manque de compréhension de lui-même ou d'elle-même que de s'identifier à un bébé. C'était aussi un petit peu le challenge et le pari du film. Mais moi, c'est vraiment pas la recherche des origines que j'ai voulu questionner, mais l'origine même. C'est quelques mois, c'est 1,5 cm de vie où vont se jouer tant de choses pour ce petit bébé et pour cette maman, bien sûr. Et pour cette maman, parce que vous aussi, c'est tout un parcours à base de flashback aussi, mais c'est tout un parcours qui vous amène et qui vous emmène d'ailleurs, ce fameux bébé. C'est ce parcours-là que vous aviez envie de raconter en participant à ce film-là? Oui, tout à fait. Déjà, le film, le scénario de Jeanne m'a bouleversée à la lecture. Comme beaucoup d'acteurs qui participent au film d'ailleurs, on a tous été sous le choc dès la lecture en fait. Et c'est pas juste
parce qu'on peut l'entendre de la part de comédiens qui le disent, j'ai lu ce scénario, j'étais bouleversée. Celui-là, on sent que vraiment vous avez pleuré, quoi. Oui. C'est pas une formule, quoi. Non, il y avait une matière très forte déjà à l'écriture. Donc après, c'est vrai que c'est un bon boulevard pour nous, les acteurs, parce qu'on n'a plus qu'à se glisser dans ce récit et à faire vivre nos personnages au plus près de la réalité, en fait. Au plus près, vous avez dit le mot. Vous êtes à la peau. Hein, on est dans la peau, on est dans les pores. C'est charnel. On a envie parfois d'être dans les bras. On vous en parle, mais le mieux, c'est de voir des images. Poussez, Charlotte, c'est ça. J'ai sa tête dans la main, là. C'est parti, on y va encore, on pousse. Et stop, ne poussez plus. Vous voulez le voir? Bonjour, je suis assistante sociale. Je veux pas le garder. Je vous appelle parce qu'on va sûrement avoir un petit pupille à accueillir. On m'a proposé de faire un accueil aujourd'hui. Je dis non, parce que je crois que j'ai envie d'arrêter. Il y a quel âge? Il y a un jour. Bonjour Théo, je m'appelle Karine, je suis éducatrice spécialisée. Comme tu le sais, ta maman ne peut pas s'occuper de toi dans l'immédiat. Mais elle nous a chargés de veiller sur toi. Et nous, on est là pour ça. Pour toi. Le conseil de famille a donné ses directives pour trouver des parents à ce petit Théo. Alice Langlois. Sa première demande d'agrément date d'il y a 8 ans. Elle est prête, cette femme. C'est le bon moment pour elle, je le sais. Je me sens carrément prête. Tu grimpes, tu grimpes, tu grimpes. Mon travail, c'est pas de trouver un enfant des parents qui souffrent. Mon travail, c'est de trouver les meilleurs parents possibles à des enfants en difficulté. T'inquiète pas, ça va bien se passer. T'es un super mec. Et oui, il y a des hommes aussi dans ce film, et notamment Gilles Lelouch, qui est fabuleux, qui est fabuleux dedans. Cette histoire-là, elle vous est venue parce qu'une amie à vous a laissé un jour un message en disant « ça y est, je vais être maman ». Vous aviez un peu loupé ou pas trop bien suivi qu'elle était dans un grand parcours d'adoption qui ressemble au parcours du combattant, et son émotion vous a transpercé, vous a dit il y a un truc à faire. Mais exactement, c'est vrai que je cherchais un sujet d'écriture après Elle adore, j'étais en train de faire une mise en scène de théâtre et je cherchais, il y avait un coin de mon cerveau qui ne pensait qu'à ça en fait. Et quand j'ai reçu ce message, il y a quelque chose qui m'a allumé de partout. J'ai voulu savoir tout de suite d'où venait ce bébé et surtout j'avais ressenti dans ce fameux message comme ça, une espèce de maelstrom d'émotions très contrastées, parfois contradictoires, de l'euphorie à la panique. Il y avait de la brutalité, il y avait de la joie, il y avait tout, c'était extrêmement plein. Et je me suis dit, mais quel est l'endroit du monde où on va mettre quelqu'un dans cet état-là? Pourquoi en fait? D'où vient ce bébé? Et c'est l'accouchement sous X, tout ça, tout d'un coup, c'est comme si j'ai tiré un fil. À chaque fois que j'avais je me documentais, et chaque fois que j'avais des infos, je me dis, oh là là, c'est fort, oh là là. Il y a de quoi écrire une histoire forte. Il y avait beaucoup de choses très fortes pour écrire, en fait. Vas-y. Non, parce que j'ai vu qu'il y avait 15 bébés qui avaient joué le rôle du petit Théo. Non, pas 15. Non, il y en a eu... J'ai compté au générique. Tout à fait. Mais en fait, c'est des bébés qui ont été concernés, on va dire, qui ont été mobilisés, qu'on a rencontrés. Après, un tournage, c'est toute une logistique, évidemment. Justement, c'est compliqué. Et vous, le bébé est vraiment au cœur du film, où on lui parle, où c'est vraiment, il a un rôle très important. Comment vous avez fait pour tous ces moments-là, ou ces scènes où la parole est privilégiée au bébé? Oui, c'était le personnage central du film. Tout gravite autour de lui, pour lui, et il est porté comme ça de bras en bras par tous les travailleurs sociaux. Et voilà, il y a eu beaucoup de bébés mobilisés et au final assez peu à l'écran. Finalement, on a eu cette chance que pour chaque âge déterminé du parcours de vie de Théo, il y a eu un bébé star en fait, entre guillemets, qui a tout joué pour nous, qui a tout donné, pas joué bien sûr, mais et sinon, globalement, les acteurs ont pu tourner avec les bébés comme il fallait. Après, on avait très peu de temps avec eux, donc on alternait entre les vrais bébés et parfois des leurs, des bébés en plastique, etc. Et surtout, il y avait quelques moments, c'est évident, où la parole qui était portée dans les dialogues par les acteurs, voilà, cette parole donnée au bébé, elle était forte, elle était potentiellement traumatisante. C'était pas tout à fait l'objet de ce film quand même, de traumatiser non, parce que ça enfants. reste un film joyeux. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il faut dire aux gens. Ah oui. C'est ce qu'il faut dire aux gens, c'est que bien sûr, il y a le thème de l'adoption qui peut pas
faire peur. On peut se dire, j'ai pas envie de voir ça, mais sauf que c'est un film hyper... Non, mais c'est vrai. Non, mais tout à fait. C'est un film hyper solaire qui, au contraire, on en sort, on a envie d'aimer. C'est-à-dire que c'est plutôt... On sort plus guiré que quand on y rentre. Donc, c'est quand même l'avantage. Vous, qu'est-ce qui vous a touché dans cette histoire? Vous êtes maman, toutes les deux, d'ailleurs, de 2 enfants biologiques. L'adoption, c'était un thème qui vous intéressait en particulier parce qu'il y a aussi le thème de la monoparentalité. Votre personnage, elle va finir par adopter toute seule, alors qu'elle a commencé sa démarche, elle était en couple. C'est aussi... il y a un petit aspect presque féministe dans ce film-là. Oui, il y a plein d'aspects. Et en fait, moi, ce qui m'a plu aussi, c'est le chemin de cette femme. C'était un long chemin, c'est 8 ans de vie, avec voilà, des moments difficiles et puis des moments d'espoir, des moments de désespoir. Et en fait, oui, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on avance, en fait. Et elle se révèle au fur et à mesure des épreuves, d'ailleurs. Elle se révèle et elle devient prête, en fait. Elle sort grandie de ce chemin. Et comme vous le disiez, le film est très lumineux. Ça tend vers cette lumière, vers cette... Elle le dit à un moment. Je suis prête. Ouais, mais il en faut du temps parfois. Et ce film, quelque part, permet de l'accepter, ça aussi. Et c'est un ballet. Il y a un thriller émotionnel, parce qu'il y a quand même ce truc de compte à rebours dans les 3 mois. Mais c'est aussi un ballet où on voit tous ces acteurs sociaux hyper bien interprétés. On va les citer: Sandrine Kiberler, Gilles Lelouch, il y a Miu Miu, votre maman, Olivia Cotte aussi, exceptionnelle. Et puis des métiers qu'on ne connaissait pas, recueillantes, etc. Allez-y. En tout cas, même famille d'accueil qui reste parfois abstrait. Oui, là, on se rend bien compte de ce que c'est. Exactement. En tout cas, Nicolas avait très envie de vous adopter à toutes les deux. Donc, il a décidé d'un questionnaire. Non, c'est juste un petit questionnaire, un petit jeu. Jeanne, Élodie ou les deux. Ça s'appelle. Je vous pose des questions. Les réponses, c'est Jeanne, Élodie ou les deux. J'ai mon bac. Bah oui. Ah bah oui. Les deux? Bah faut dire les deux. Ah mais parce qu'on ne sait pas toujours. Ah oui, de tout de l'autre. Oui. Je trouve Gilles Lelouch très sexy. Les deux? Ah oui, les deux. Ah ouais, bah, les 4, on peut dire les 4. Je commence ma carrière comme mannequin. Bien sûr, et c'est connu. Évidemment. C'est pas vous, ça? Non, moi pas du tout, évidemment. C'est vous? Ah oui, mini mannequin. Ouais, mannequin. Mais on peut le dire. Petite taille. Déjà, j'ai 2 enfants, mais bon, si j'avais su... Les deux? Ah bah pas du tout. Ah non, j'étais sur les 2 enfants. Non, mon petit, non. Moi j'ai 2 enfants et merci, la vie. Et vous aussi. Voilà. Je déteste les enfants des autres. Pas du tout. Ça dépend lesquels. Vous pouvez les citer, comme ça vous ne les verrez plus. J'ai eu une expérience lesbienne avec Marina Foïs. Bah, c'est moi. C'est pas grave. Moi aussi, c'est ouf ce truc. Non, moi, non. Bah, non. Pas eu cette... Et vous, c'était dans Happy Few, voilà. Un film, évidemment. J'ai déjà joué dans Commissaire Maigret. Ah oui, c'est moi ça. Alors, il y a des choses qu'on regrette dans la vie ou pas? Non, pas du tout, c'était génial. Rencontrer Bruno Kremer. Ah bah, vous avez... ça vous fait un petit point commun. Bruno Kremer, super bien. Quand je peux caser mes parents en difficulté dans un film, je le fais. Moi, évidemment, les pauvres. Ils envient tellement ma carrière professionnelle et ma façon de prendre la lumière que je les aide. Mais de toute façon, ils sont un peu dans le besoin en ce moment. Mais bien sûr, c'est compliqué. Vous savez bien que Miu Miu, elle avait du mal à finir les fins de mois. Ouais. Ça a fait quoi de faire tourner sa maman? Ça a fait bien, c'était bien. C'était chargé émotionnellement, mais c'était super. Alors j'ai une petite dernière, pas question mais un petit cadeau. C'est une petite archive où Jeanne, vous avez l'âge du petit pupille de la nation qu'on voit dans le film. Et vous, Élodie, vous avez l'âge de la jeune maman. Regardez, c'est pour vous, pour toutes les deux. Eh ouais, c'est des surprises aussi. C'est bien, c'est bien. J'en ai besoin, j'ai besoin de cette évidence. C'est des évidences. Quand je sens la tête de la petite Jeanne ou la tête d'Angèle, je renifle comme ça, c'est une évidence. Comme la terre, comme des choses qu'on peut toucher. Et ça, justement, dans le monde du cinéma, où il n'y a rien d'évident, où tout est impalpable, comme ça, bah ça me paraît nécessaire aussi.
Et ce personnage écrit un cahier intime qui va lui être volé et ça va devenir un détonateur sur la place du village. On va lire des extraits. C'est l'horreur totale. Bah oui, parce que toute l'intimité va être bafouée et salie, quoi. Comment vous avez travaillé avec Christine Lipinska pour être aussi vraie dans le film, aussi juste? Elle a une technique de direction d'acteur un petit peu déroutante parce que elle dit rien, elle regarde ce qu'on fait et puis après, donc on est un petit peu comme ça dans... On ne sait pas trop ce qui se passe et puis après elle vient et elle nous dit ce qu'il faut rajouter ou diminuer ou changer dans ce qu'on a fait. En tout cas, vous avez beaucoup souri et rigolé. Oui. Mais ça vous évoque quoi? C'est trop mignon quand même. Trop mignon, Jeanne avec Miu et sa sœur, c'est magnifique. Et vous, alors vous n'avez pas changé. Je ne sais pas comment vous faites, quel est votre secret, mais alors je trouve que... Ah non, mais vraiment, pour le coup, pas de mensonge. Oui, un peu. Et un tout petit peu, c'est vrai. Finalement, vous auriez pu aujourd'hui vous embaucher comme bébé. Mais carrément, mais j'y ai pensé, on m'a dit attends, c'est un peu complexe, j'ai fait ok. Voilà, on avait envie de vous proposer ça. Et merci je le dis devant la réalisatrice, je pense que c'est l'un de vos plus beaux rôles. Donc je vous souhaite du César, par exemple, pour le mois de février prochain. On va, bah oui, pourquoi pas. Carrément. Bah carrément, on y va à fond. Allez, merci. On va partir rue Jean Moulin, à Ris-Orangis. C'est une rue dans laquelle se trouvent 4 lieux de culte différents. Une mosquée, une synagogue, un temple et une église. Une entreprise absolument folle que vous nous avez fait découvrir, Raphaël. Et visiblement, vous avez recruté une chorale de gilets jaunes. Exactement, on n'est pas sur un point de blocage, hein, tout au contraire. Hein, non, ce sont les enfants des centres de loisirs qui sont là, parce que je vous dis, c'est jour de signature de ce livre aujourd'hui, Le miel de la rue Jean Moulin, qui permet d'ailleurs la sortie de ce livre de faire porte ouverte sur les lieux de culte aujourd'hui de la rue Jean Moulin à partir de 14h si vous êtes dans le coin de Ris-Orangis. Et là, j'ai Jiwan qui est là, j'ai Ruben, Mariam et aussi Cameron. Qui peut me raconter le livre pour terminer? Donnez-moi envie d'acheter le livre. Tout d'abord, c'est une histoire très bien. C'est très bien, il m'a dit. Il y a beaucoup de choses. Ça raconte une histoire mystérieuse et aussi c'est une reine qui demande à ses filles de récolter 1000 fleurs différentes. Oh. Et à un moment, à la fin de l'histoire, ils n'y arrivent pas. Ah bah non, il nous spoil, il nous dit la fin de l'histoire directement. Ah bah non, tu me dis pas la fin de l'histoire, Ruben. Hein. Nous, on se retrouve demain, mes amis. Nous serons quel jour? Ah, ce sera le salon du cheval à Villepinte. Hein. Merci les copains. Hein. Salut tout le monde. Salut. Merci beaucoup, Raphaël, pour cette super visite. Justement, oui, demain, on vous parlera gilet, mais gilet orange, parce que c'est la grande collecte de la Banque alimentaire ce week-end. On parlera également du livre de la jungle, super spectacle familial. Allez voir, pourquoi pas, avec vos enfants. C'est au Théâtre des Variétés. Merci beaucoup, Élodie Bouchel. Merci beaucoup, Jeannery. Pupille, c'est donc mercredi prochain. On vous en reparlera à peu près 10 minutes par jour. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas le louper mercredi prochain. Merci à toutes les deux. Et nous, on se retrouve demain dès 9h50 et on se quitte au son de Youssoupha, Par amour. Salut. Ciao. J'ai changé quand même, par amour j'ai suivi ma voix, parfois je ne sais pas où ça mène. Par amour j'ai chanté mes frères, par amour j'ai changé quand même. Par amour j'ai suivi ma voix, parfois je me suis perdu quand même. Mon histoire est belle à explorer, mais j'ai pas... Respirez devant 9h50 le matin avec la gamme Stérima.